Super. Bah, je vais te poser une question, Mathis, et après, je vais vous poser la même, monsieur Roland-Gilles, pour avoir vos deux points de vue. Est-ce que, d'après ce que tu as vu en cours et de ce que tu as lu, Vladimir Poutine, est-ce qu'il serait capable d'attaquer l'OTAN, tu penses? Concrètement, je pense qu'aujourd'hui c'est difficile de le dire, dans la mesure où finalement on n'a pas en tête le plan de Vladimir Poutine et on n'a pas encore la finalité de l'offensive en tête. On ne sait pas non plus ce qui le motive pleinement. On ne sait pas si peut-être il a une urgence aussi personnelle parce que certains spécialistes le trouvent aussi pressé dans son offensive et notent l'idée qu'il est habituellement un homme froid et intelligent et qui prévoit son plan et prévoit ses actions sur une longue durée. Et là, finalement, on a l'impression qu'il a comme une pression. Donc bon, ça se dit aussi. Après, ce qui est sûr, c'est que je pense aussi il a été étonné par la résistance des Ukrainiens et qu'il pensait finalement avoir la main sur l'Ukraine dans son entièreté plus vite. Donc forcément aussi ses plans sont un peu contrecarrés, disons. Est-ce que maintenant déjà je pense que la question pourrait se poser de dire ok, est-ce qu'il va réussir à avoir toute l'Ukraine? Ça je pense que oui, avec beaucoup de temps. Maintenant, est-ce qu'il va attaquer l'OTAN? Le problème, c'est de dire finalement s'il arrive à avoir l'Ukraine et qu'il a toujours cette idée d'avancer et de récupérer finalement un territoire qu'il n'a plus ou que la Russie n'a plus parce que c'est plus l'URSS, il risque d'arriver rapidement sur des territoires européens déjà et puis ensuite qui font partie de l'OTAN. Et donc forcément, vu que la règle est si un pays de l'OTAN est attaqué, tous les pays sont attaqués, forcément il pourrait y avoir, enfin on pourrait faire l'hypothèse qu'un conflit directement armé puisse s'engager, mais après je trouve que c'est un peu compliqué à dire quoi. Ok. J'aimerais juste réagir et vous poser une question. Quand tu dis, Mathis, que la Russie pensait aller beaucoup plus vite pour arriver on va dire, à prendre l'Ukraine et qu'il a eu de la résistance, est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a eu une mobilisation générale, que ce soit de l'Europe et de tous les pays occidentaux et de l'OTAN? C'est pour ça qu'il s'attendait pas à ça, Vladimir Poutine? Parce que quand il y a eu l'histoire avec la Crimée, il y a eu une moins grosse mobilisation. La question est pour moi, Oui. Théo. Je pense que je rejoins volontiers dans l'ensemble de son analyse, Mathis, avec une petite différence sur un point. Je pense que les buts de guerre de Vladimir Poutine ont été révisés. Il a été contraint de réviser ses buts de guerre. Son but de guerre n'était pas de s'attaquer à l'OTAN, non. Mais c'est de créer un État tampon à la frontière de la Russie pour éloigner l'OTAN de sa propre frontière physique et politique. D'où la nécessité de prendre l'Ukraine. Mhm. Et la première offensive, très vite, quand les forces russes, le corps expéditionnaire a envahi l'Ukraine, on a bien vu qu'il ne s'est pas contenté du Donbass, puisqu'il a attaqué à partir de la Biélorussie par le nord, et très vite à partir de la Crimée, ce qui encageait toute une partie de l'Ukraine, toute la partie est, mais très large, de l'Ukraine. Prendre l'Ukraine satisfaisait son but de guerre, créer cet état tampon. Mais très vite, et là tu as raison Mathis, il s'est heurté à une résistance qu'il ne soupçonnait pas, une double et presque une triple résistance qu'il ne soupçonnait pas. D'abord la résistance formidable des Ukrainiens, de l'armée ukrainienne et de la population ukrainienne. Elle est remarquable derrière un président courageux et emblématique qui était encore très fort cet après-midi devant le Congrès américain dans son discours. Deuxième résistance, celle des pays européens. Ils ne s'attendaient absolument pas à voir contre lui une telle unité de l'Union européenne et globalement des Occidentaux. Ils devaient estimer que l'Union européenne était constituée de peuples décadents et faibles. Il a réveillé l'Union européenne, il a réveillé l'OTAN, qui était endormie. Et il nous a fait prendre conscience du fait que la guerre et le bruit des canons à nos portes, non entendu depuis 70 ans, était plausible, était une hypothèse. Troisième résistance qu'il ne soupçonnait pas, c'est celle de son propre peuple. Et ça, c'est une interrogation pour l'avenir. Combien de temps son peuple, pressuré par les sanctions économiques et financières, désinformé et conscient de cette désinformation pour partie, résistera-t-il à l'envie de renverser son dictateur? C'est une hypothèse qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte. Il faut la prendre en compte. Et je ne doute pas que les pays occidentaux, par des manœuvres qui sont classiques, aident à cette saine information de la population.
Là où je diverge un petit peu sur ton analyse des choses, Mathis, c'est sur la capacité de la Russie à s'emparer, tu as dit, de toute l'Ukraine. C'est compliqué de prendre un pays. C'est compliqué militairement, surtout quand il y a une telle résistance de la population, une telle conscience très forte du fait que l'envahisseur n'arrivera pas à son terme. Le corps expéditionnaire, d'abord l'Ukraine, géographiquement, c'est 650 000 km², plus que la France, donc ça veut dire que c'est grand. C'est grand. Alors, c'est pas l'Afghanistan. L'Afghanistan est très, très difficile à conquérir parce que c'est une terre, hein, un pays de montagnes et de vallées où on peut manœuvrer, se cacher, s'opposer. Bon, l'Ukraine, c'est champ à blé, c'est plus plat. Pour autant, c'est très vaste. Un corps expéditionnaire de 200 000 hommes, c'est ce qui a été engagé en Russie, 200 000 hommes. Avec 50 000 hommes à peu près pour la logistique et 150 000 hommes pour aller à la conquête d'eux. C'est-à-dire les chars, l'infanterie, l'artillerie. C'est pas beaucoup pour aller conquérir un pays de cette taille-là. Et c'est pas beaucoup, surtout s'il s'agit de faire un siège. Le siège d'une ville, c'est une véritable opération militaire très lourde, très consommatrice d'effectifs. Il faut savoir qu'il faut 5 assaillants contre un défenseur pour espérer conquérir une ville, parce que le combat de rue favorise le défenseur, toujours. Or, sur le corps expéditionnaire de 150 000 hommes, il a déjà eu des pertes, Vladimir Poutine. Des pertes qu'il n'imaginait pas à cette hauteur-là. Les Occidentaux estiment qu'il a perdu environ 6 000 hommes. Mais quand on meurt au combat, 6 000 tués. Quand on meurt au combat, ça veut dire que le copain à côté a été blessé. Et on compte, c'est des statistiques, que pour un soldat tué, 3 autres sont neutralisés à côté, prisonniers ou blessés. Et l'un blessé ne combat plus. Ça veut dire que 6 multiplié par 1, 4, en fait, 6 fois 4, 24. 24 000 hommes sur 150 000 hommes, c'est énorme. C'est énorme. Et pour engager le siège, pour tenir le siège d'une ville comme Kiev, comme Mariupol, comme Odessa, je connais bien Odessa, c'est compliqué, c'est très consommateur. Alors ça veut dire, pour revenir à ce que je disais, il a la force, il a la puissance, bien sûr, avec les réserves derrière. Il a la capacité de s'emparer des points névralgiques de l'Ukraine. Cela veut dire les voies de communication principales, les centres de télécommunication, les plateformes aériennes, mais il les a déjà détruites, les ports. C'est ce qu'il fait à Mariupol et ce qu'il va faire à Odessa, qui lui donne toute la mer Noire et la mer d'Azov et la mer Noire. Et puis également les points névralgiques dans les villes. Pas forcément toutes les villes. Kiev, c'est une surface, c'est 10 fois Paris intramuros. Pour s'emparer de ça, il va y laisser beaucoup. Et dans la profondeur du territoire, la résistance ukrainienne va s'organiser. D'ailleurs, on va l'équiper sans scrupule aucun. Ce qui veut dire que pour tenir l'Ukraine, pour s'emparer de la totalité de l'Ukraine, je vois difficilement cette hypothèse. En tout cas, il y perdra beaucoup et il va s'y embourber. Il va s'embourber en Ukraine.